L'astroturfing, ça ne date absolument pas d'Internet. J'aime beaucoup cet exemple. Richard Nixon, il avait à la Maison-Blanche une équipe de rédacteurs qui écrivaient du courrier des lecteurs à tous les journaux américains. Évidemment, des lecteurs qui étaient ravis de la politique de Nixon et qui chantaient ses louanges, ce qui donnait l'impression aux différentes publications de l'époque que vraiment il y avait un vrai soutien populaire pour Richard Nixon. Et tout ça était totalement bidon, ça n'était guère qu'une équipe de rédacteurs qui était à la Maison-Blanche et qui passait son temps à écrire des lettres à toutes les rédactions aux quatre coins des États-Unis. C'est un magnifique exemple d'astroturfing, et c'est un exemple d'astroturfing qui date de la naissance d'Internet. Pas du web, hein, d'Internet. Et donc évidemment, Internet n'avait absolument aucun impact à l'époque sur l'opinion publique ou sur quoi que ce soit. C'était un projet de recherche universitaire financé par la DARPA, vous avez tous entendu parler de l'histoire. Mais déjà à l'époque, l'astroturfing était quelque chose de couramment pratiqué dans le monde politique. Mais on peut remonter à beaucoup, beaucoup plus loin. On peut remonter par exemple à William Shakespeare. Dans Julius César de William Shakespeare, eh ben, Shakespeare met en scène Cassius qui fait parvenir à Brutus des missives émanant de citoyens romains, l'incitant à prendre part au coup d'État contre César. Et dans la mise en scène qu'en fait Shakespeare, en tout cas, c'est ce qui aurait incité Brutus à participer à l'assassinat ou au meurtre de Jules César. Et c'est un exemple d'astroturfing. On va simuler un faux soutien populaire à un mouvement afin d'embrigader des gens qui initialement n'y auraient pas pris part. On va faire un peu de vocabulaire avant d'attaquer le cœur du sujet qui est bien sûr l'astroturfing à l'ère d'Internet et la façon dont Internet a complètement changé les règles du jeu. D'abord, quelque chose que tout le monde qui a abordé l'astroturfing connaît, c'est l'étymologie du mot astroturfing. Astroturf, c'est le nom d'un gazo synthétique qui, pour le LOL, a été créé par Monsanto. C'est pour ça que ça fait un bon sujet de conversation. En fait, l'histoire est très bête, hein. Le stade des Houston, qui est l'une des plus grandes équipes de baseball américaines, avait un énorme problème d'entretien de son gazon. Vous imaginez, si vous avez vu une partie de baseball, le gazon souffre. Et Monsanto a été chargé de faire un gazon synthétique, un faux gazon. Et un faux gazon, très concrètement, ça s'oppose à un vrai gazon qui, en anglais, se dit grassroot. Or, grassroot, c'est aussi le terme qu'on utilise pour désigner un mouvement populaire, un mouvement qui vient de la base. Et du coup, l'astroturf est devenu, par extension, un faux mouvement qui vient de la base. C'est-à-dire, on va fausser quelque chose dans la perception des gens pour leur donner l'impression que c'est un mouvement populaire soutenu par une population, alors qu'en fait, c'est du fake, intégralement du fake. Et on va utiliser cette capacité à créer du fake pour influencer des mouvements politiques, une opinion publique, des élections, la vente d'un médicament, tout et n'importe quoi. C'est quelque chose qui est utilisé à tort et à travers depuis des temps immémoriaux si on prend l'astroturfing au sens large, mais depuis quasiment l'apparition des réseaux sociaux, si on prend le sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est l'astroturfing à l'ère d'Internet. Meat puppet, c'est un terme qui désigne une personne, un véritable individu, derrière un véritable compte social, mais dont la seule motivation est de soutenir un autre participant à la conversation. Concrètement, c'est un complice. Vous êtes dans une conversation sur Twitter, sur Facebook, peu importe, et vous avez un ami qui n'est là que pour appuyer vos dires ou pour jouer un numéro de duo avec vous, sans que la personne vis-à-vis de laquelle vous déroulez cette scène ne soit consciente de cette complicité. C'est ce qu'on appelle un meat puppet. C'est un type de personnage dans des opérations d'astroturfing bien déterminées. Et puis vous avez le sock puppet, qui là est un pseudonyme que vous pouvez vous-même utiliser de façon à jouer 2 personnages, ou 3 personnages, ou 20 personnages, ou si vous avez les logiciels qui vous permettent de faire ça, des centaines de personnages, voire certains qui fonctionnent en mode automatique, et ça va devenir de plus en plus complexe technologiquement parlant. Tout ça, ça se regroupe sous le nom de sock puppet. C'est un avatar, un pseudonyme, qui peut vous servir à faire semblant d'être beaucoup. Et enfin, bootstrapping, ça c'est plutôt un terme qui est très utilisé dans le monde des startups. Ça consiste à démarrer un process à partir de très peu de ressources et de moyens très simples. On utilise aussi ça en informatique, on utilise ça dans beaucoup de choses, mais le terme s'est vraiment familiarisé avec les startups où vous avez un projet grandiose, mais très peu de capital au départ pour le démarrer, et il va falloir, avec une économie de moyens, démarrer quelque chose de bien plus grand
que ceux pour lesquels vous aviez initialement les moyens. Concrètement, dans un mouvement social, comment démarrer un mouvement social de grande ampleur alors que vous êtes à la base soit un petit groupe militant, soit un lobby avec quelques moyens, mais pas non plus de quoi déclencher une manifestation et des millions de personnes dans la rue. C'est ça, le bootstrapping, et c'est une problématique auquel se heurtent de façon assez systématique toutes les opérations d'astroturfing. Si par exemple demain on voulait faire une opération d'astroturfing destinée à rendre les Français heureux, ça serait très compliqué avec peu de moyens de rendre les Français heureux. Il faudrait investir énormément d'argent pour les rendre heureux aujourd'hui. C'est très compliqué de bootstrapper un tel process. Par contre, si vous voulez jeter de l'huile sur le feu, c'est très simple avec une économie de moyens remarquable parce que vous êtes dans des conditions favorables. L'astroturfing, il a pris un nouvel essor avec l'apparition du web et plus particulièrement avec l'apparition du web social, et c'est devenu quelque chose de spectaculaire. Je vais vous introduire un concept qui est redevenu très à la mode avec Forbidden Story. Vous avez peut-être vu récemment, qui est une équipe de journalistes qui ont sorti une investigation qui s'appelle Story Killer, au sujet d'une agence israélienne qui animait des tas de faux profils et qui interférait dans des élections avec des méthodes très très dark, qui a fait la une de la presse il y a 3 mois, 4 mois. Et ils ont fait la une de la presse parce qu'ils avaient cette capacité incroyable à animer des centaines de profils de façon semi-automatisée, et ça a bluffé tout le monde. Pour gérer une telle quantité de profils et faire des vastes opérations, il faut quelque chose qui permette de faire du puppet mastering, c'est-à-dire animer une multitude de faux profils en même temps, de façon centralisée et surtout de façon cohérente. Et pour ça, on a des logiciels qui s'appellent des persona management software. Et la première fois qu'on a découvert l'existence de tels logiciels, qui permettaient d'animer des centaines de profils sur les réseaux sociaux pour des opérations de déstabilisation et d'influence, eh ben c'était à l'occasion d'un hacking qu'a fait Anonymous sur une société qui s'appelle HB Gary, qui est un sous-traitant de l'armée américaine. Et Anonymous a publié l'intégralité des emails de l'entreprise Intrepid. Et dans ces échanges d'emails, notamment dans ceux qui étaient échangés entre l'armée américaine et Intrepid, on a réalisé que l'armée américaine était en train de construire un logiciel très sophistiqué destiné à faire de l'influence et qui était capable de piloter une multitude de comptes de réseaux sociaux. Et ça, j'insiste, c'était en 2011. C'était il y a 12 ans. Ces persona management software, ils ont déjà fait la une de l'actualité, il y a 12 ans, en février 2011, pas n'importe où, dans le Guardian, et déjà, à l'époque, Georges Monbiot décrivait ce que ces logiciels étaient capables de faire, et c'était déjà, à l'époque, assez sidérant. Très concrètement, il révélait à l'époque que les États, comme les lobbies, utilisaient des persona management software, que ce logiciel est capable de créer tout ce qui reflète la vie d'un individu en ligne, des comptes email, des comptes de réseaux sociaux, des traces sur le web, tout ce qui fait que si vous interagissez avec un profil sur un réseau social et que vous fouillez un peu, vous allez trouver une véritable personne avec une véritable vie, avec un historique, avec une femme, des enfants, whatever, mais quelque chose qui vous donnera l'impression de refléter un véritable être humain. Ces comptes fake peuvent être mis à jour automatiquement. Il n'y a pas besoin de faire du community management ni quoi que ce soit. Il publie tout seul des contenus qui le donnent, là encore, l'impression d'un individu qui est régulièrement devant sa machine en train de vivre sa vie sur les réseaux sociaux. Et à tout moment, des opérateurs peuvent prendre la main sur le compte et déployer des opérations. Et du coup, ils ont la main sur un compte qui est préâgé, qui a un historique, qui a une personnalité, qui a une identité, qui est déjà inséré dans des communautés. Et c'est extrêmement utile pour aller faire des opérations d'influence, d'avoir prépositionné des comptes dans des pays sous certains types d'identités, de façon à ce qu'ils soient légitimes pour faire telle ou telle action, pour revendiquer telle ou telle chose, ou pour dire telle ou telle chose. Et enfin, ce logiciel est pensé pour passer inaperçu aux yeux des plateformes. En utilisant des IP spécifiques à chaque personnage, grosso modo, Facebook ne voit pas grand-chose. Et Facebook, Twitter et consorts sont obligés de déployer des trésors d'ingénierie pour arriver à identifier les logiciels de ce type-là qui créent des millions de profils sur Facebook. Sur Facebook, depuis l'ouverture de Facebook, il y a plusieurs milliards de faux profils qui ont ainsi été effacés. Et il en est de même sur Twitter. Ça prolifère
Et ce, comme vous voyez, la date de publication de cet article, c'est février 2011. Et enfin, last but not least, l'armée américaine développait de tels logiciels dès 2010, avant même le printemps arabe. Ceux d'entre vous qui sont un peu attentifs aux actualités ont forcément vu cette enquête de Forbidden Story, Story Killer, qui décrit une officine israélienne qui fait rigoureusement la même chose. Et qui déploie un logiciel, le Persona Management Software, qui fait rigoureusement la même chose. Entre 2011 et cet article du Guardian qui est Robot War, et 2023 et cette investigation de Forbidden Story qui s'appelle Story Killer, il n'y a technologiquement absolument rien de nouveau. C'est fascinant. Alors dans les années qui viennent, avec ChatGPT, ça va sérieusement changer. Ce type de logiciel va radicalement changer dans les années à venir, mais à ce stade, au jour d'aujourd'hui, pour les 10 dernières années, on ne peut pas dire qu'il y ait une évolution massive. La seule évolution notable, c'est la prise de conscience de la société que ce genre de choses existe, que ce genre de choses est utilisé par des États, que ce genre de choses est utilisé par des lobbies, et on n'en est pas encore à la réalisation que ça fait 10 ans que ça dure. Toutes les preuves étaient là. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur la réalité de ce que je suis en train de vous dire, pour une raison très bête, c'est que les Américains ont fait une grossière erreur en 2010. Ils ont publié sur un site public d'appel à projet un appel à candidature pour créer ce type de logiciel, avec un descriptif détaillé des fonctionnalités qu'ils attendaient de ce logiciel. Et donc on a, depuis 2010, le descriptif complet, l'appel d'offres public, qui évidemment n'aurait jamais dû être public, hein. Il a été rendu public l'espace d'une semaine, ensuite ils sont aperçus de leur connerie, ils l'ont retiré. Mais pendant une semaine, et plein de gens l'ont récupéré, on avait l'appel d'offres public avec un descriptif fonctionnel de toutes les fonctionnalités de ce logiciel, qui provenait, j'insiste là-dessus, d'un site officiel du gouvernement américain. Et pourtant, il ne s'est absolument rien passé. Ça, c'est un article que j'ai écrit en 2011, et qui très concrètement expliquait que c'était en place et que ça allait être l'avenir de la communication politique sur les réseaux sociaux à partir d'aujourd'hui. Et que l'avenir qui se dessinait, et j'insiste, c'était 2011, 2 mois après le printemps arabe, et que l'avenir de la communication politique passerait par ce type de manipulation et par ce type de logiciel. Alors comment est-ce que tout ça a été passé sous silence pendant 10 ans ? C'est complexe. Et c'est essentiellement lié à un phénomène que vous connaissez très bien aujourd'hui, qui sont les théories conspirationnistes. Ça a été labellisé comme étant une théorie conspi, et foutu à la poubelle comme étant une théorie conspi. Et ça vous expliquera au passage pourquoi j'ai beaucoup de recul sur ce concept un peu fumeux de théorie conspi et de chasse aux conspirationnistes, et pourquoi la réalité est beaucoup plus complexe que ce qu'on laisse entendre dans la presse actuelle à propos des conspirationnistes. J'ai moi-même été conspirationniste entre 2009 et 2013, parce qu'en plus de m'intéresser et de faire des investigations sur ce genre de choses, je faisais aussi des investigations sur la surveillance de masse, qu'on avait aussi gaulé des sociétés françaises et américaines à faire ça, et que jusqu'à Snowden, tout ça était considéré comme des théories conspi. Évidemment, quand Snowden est arrivé, ça a un peu changé les choses. L'astroturfing, ceci dit, a fait son chemin dans la culture populaire, y compris en France. Par exemple, en 2017, dans l'épisode 9 de la saison 6 de Homeland, vous avez un épisode où vous voyez une équipe de la CIA utiliser un logiciel d'astroturfing de façon à fomenter un coup d'État contre le président des États-Unis en instrumentalisant l'opinion publique à son encontre. C'est assez surprenant parce que vous allez voir que la semaine prochaine, on va parler de quelque chose d'assez similaire. Dans la saison 3 de Baron Noir, en 2020, vous avez de façon moins explicite, mais quand même, des conversations qui laissent penser de façon très claire que les scénaristes de Baron Noir étaient parfaitement au courant que des opérations d'astroturfing avaient lieu au sein de la politique française et que dans les états-majors politiques, on utilisait ça de façon excessive. Très concrètement, l'astroturfing en politique, à quoi ça ressemble ? On va commencer par un exemple qui est forcément facile, qui est la Chine. Il est facile pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont commencé il y a vraiment longtemps. Ensuite, ils n'ont aucune limite. C'est pas une démocratie, donc ils s'ennuient pas trop avec certaines règles. Ils assument parfaitement ce qu'ils font. Et c'est très documenté.
Et c'est pas du tout censuré, dans la mesure où c'est des méchants chinois, forcément on a le droit de dire des horreurs sur les méchants chinois. Les méchants chinois, ils ont, et ces chiffres sont vieux et demanderaient à être mis à jour, ils ont plus d'250 000 de fonctionnaires en charge de, on va appeler ça du community management politique. C'est des gens qui sont payés pour faire en sorte que les citoyens chinois restent dans les clous. Et à ce 250 000 s'ajoute encore de la sous-traitance privée dans des proportions qui sont probablement similaires. Ça vous donne une idée des moyens humains à mettre en œuvre pour organiser ce genre de censure au sein d'une nation. Alors certes, ils sont plus d'1 milliard, hein, mais quand même, ça demande des forces de modération considérables. Dans l'absolu, c'est très intéressant d'avoir ça de la part de nos amis chinois, parce que maintenant que l'Europe demande des moyens qu'elle n'arrive pas à comprendre et à évaluer pour faire de la modération sur les réseaux sociaux à des gens comme Facebook ou Twitter, mais ça vous donne une idée de la force de travail qui serait nécessaire pour faire ce genre de modération dans l'espace occidental sur les réseaux sociaux. Et très rapidement, si vous sortez votre calculette ou votre tableur Excel, vous allez vous apercevoir que ça n'est pas rentable économiquement. Avec l'argent qu'ils gagnent, ils ne peuvent pas faire ça. L'État chinois, ils peuvent, hein, ils ont des ressources. Mais Twitter et Facebook, ils ne sont pas suffisamment riches et leur modèle économique ne leur permet pas de faire cette modération qu'attendent des institutions comme l'Europe. Alors donc les Chinois, très en avance, hein, vous pouvez trouver des articles qui expliquent comment fonctionnent ces opérations d'influence destinées à leur propre population qui remontent au début des années 2000. Ils n'ont pas attendu les réseaux sociaux, ils s'y sont mis bien avant. Et encore une fois, c'est très très bien documenté. Il y a une multitude de travaux universitaires qui permettent de retracer toute l'évolution du système chinois. Et ils sont même passés à l'étape d'après, qui est le fameux crédit social, qui est quelque chose, on va dire, qui pose question aujourd'hui en Occident et qui commence à arriver à droite à gauche. Typiquement, si vous êtes bénéficiaire de financement de la caisse d'allocation familiale, vous avez un crédit social, on vous note. Si vous êtes citoyen américain et que vous avez affaire au système bancaire, vous avez un credit rating, donc on note votre sérieux financier quelque part. Ça n'existe pas en France, mais ça existe dans tout un tas d'autres pays en dehors des États-Unis. En Chine, ça existe pour tout et n'importe quoi. Et on cherche à noter les citoyens en fonction de, on va dire, la conformité de leur comportement aux objectifs de la collectivité. Il y a beaucoup de fantasmes sur le crédit social. La Chine en est à un stade d'expérimentation. Donc ils ont différents types de crédit social pour différents types de provinces, puis ils expérimentent, ils voient ce qui marche, ils voient ce qui ne marche pas, ils améliorent, mais évidemment, ils se dirigent vers probablement un système unifié qui sera beaucoup plus efficace qu'il n'est aujourd'hui, et il est déjà relativement efficace. On va faire 2 heures d'avion et on va aller à Séoul, qui est quand même la porte à côté, mais qui est une démocratie, et qui a, en tant que démocratie, l'honneur d'avoir été la première élection présidentielle d'une grande démocratie à être totalement fusillée par les réseaux sociaux. Ça se passe en décembre 2012, j'insiste sur les dates, hein, parce que là encore, c'était il y a plus de 10 ans. Et il y a plus de 10 ans, et le New York Times a un peu couvert l'événement, mais ça a été très très peu couvert par la presse occidentale. Les services de renseignement sud-coréens ont interféré dans l'élection présidentielle en faveur de la présidente élue qui remettait son poste en jeu. Ça a opposé le patron des services de renseignement de l'époque, la présidente de l'époque et son principal opposant. Son opposant était de gauche libérale, on va dire. La présidente élue était de droite conservatrice, sachant que c'est la Corée, hein, donc le cultural gap politique est aussi considérable que le cultural gap culturel ou gastronomique. Donc ces catégories politiques n'ont pas grand sens en Corée. Enfin, toujours est-il qu'il y en avait un qui était plutôt de gauche, l'autre plutôt de droite, mais absolument rien dans l'excès. Et une semaine avant l'élection, il y a eu un déferlement de haine contre l'opposant à la présidente élue, qui a généré plus de 2 millions de tweets, et je ne parle que de Twitter, hein, ça s'est reflété sur tout un tas d'autres réseaux sociaux, qui a fini, 2 semaines après l'élection, par être identifié comme étant une opération des services de renseignement coréens, qui ont utilisé plus de 600 comptes, regroupés dans plus d'une dizaine de groupes, et qui avaient pour complices des influenceurs qui étaient totalement complices avec l'opération des services de renseignement destinée à lapider
le candidat d'opposition. Alors ça s'est très très mal passé pour elle, hein. Elle a eu droit à des manifestations spectaculaires, absolument spectaculaires. Alors les Coréens aiment bien le feu aussi dans les manifestations, mais ils sont beaucoup plus ordonnés, et ils ont un sens du spectacle, il faut l'avouer, qui n'est pas le même que le nôtre. Donc ça donnait ces immenses rassemblements à la chandelle, tous les soirs, pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Je vous la fais courte, hein, vous pourrez lire l'histoire. La présidente a terminé en prison. La presse a pour ainsi dire disparu. La confiance dans la presse a vraiment fondu comme neige au soleil. Ça a été remplacé un temps par une espèce de presse collaborative qui était capable de mener des investigations. C'est très intéressant, hein. L'évolution de la presse en Corée du Sud est vraiment un sujet passionnant. Et puis la presse est un peu reconstruite, non pas sur ses ruines, mais avec des nouvelles personnes qui étaient susceptibles d'avoir la confiance de la population. Et la Corée aujourd'hui est toujours une démocratie, ce qui n'était pas gagné parce que c'était un sérieux incident et un sérieux accroc dans le parcours démocratique de la Corée qui est quand même relativement neuf. Alors vous me direz, tout ça c'est quand même l'autre bout du monde, hein. Qu'est-ce qui se passe dans des services de renseignement occidentaux, des choses qui sont quand même beaucoup plus proches culturellement que nous? Eh ben, on a un retour d'expérience fantastique à travers les multiples révélations qu'a fait Edward Snowden. Dans ces multiples révélations, il y en a une qui est passée assez inaperçue, qui consistait à publier une multitude de documents concernant le CGHQ. Le CGHQ, c'est la NSA anglaise. C'est les services de renseignement anglais, et plus particulièrement la branche des services de renseignement spécialisée dans le cyber. Et ça date de Snowden, des premiers temps des révélations de Snowden, c'est-à-dire de 2014. Un peu moins de 10 ans, 9 ans. Alors qu'est-ce que nous apprend Snowden à travers ces documents? C'est que les services anglais disposent de technologies qui leur permettent de manipuler les résultats des sondages en ligne. Donc tous les sondages en ligne que vous voyez peuvent être très facilement manipulés. Eux, ils ont carrément des outils qui permettent d'industrialiser le process. Et ça, c'est vraiment, d'un point de vue astroturfing, c'est fantastique. Ça vous permet de vous donner l'illusion qu'il y a un sondage qui dit que la population pense ça, alors que c'est moi qui l'ai décidé sur un clavier avec des boutons. Ça permet de gonfler artificiellement le nombre de pages vues dans un média. Et ça impacte lourdement son éditorial. Je vous prends un exemple très bête, hein. Vous êtes un média qui vit de la publicité, comme la plupart des médias. Vous faites un article sur la culture du topinambour dans les hauts plateaux du Tibet, et vous recevez 3 millions de hits sur cet article. Logiquement, le rédac chef, hein, il va se dire que la culture de topinambour, ça génère une énorme audience et beaucoup de revenus publicitaires. Donc on va continuer sur cette thématique parce que vraiment elle est porteuse. Et il va commanditer un deuxième article sur la culture de topinambour sur les hauts plateaux tibétains. Et puis il va refaire 3 millions de hits sur ce nouvel article. Donc il va en refaire un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et puis au bout d'un moment, vous allez complètement prendre le contrôle de l'éditorial de tous ces médias qui fonctionnent uniquement à la publicité parce que vous contrôlez leurs revenus publicitaires, ou en tout cas vous leur donnez l'impression que les revenus publicitaires les poussent dans un angle éditorial bien particulier. Ça, il y a 10 ans, les services de renseignement anglais disposaient de tels armements. Évidemment, ce ne sont pas les seuls. Ça permet aussi d'amplifier les signalements sur YouTube et sur tout un tas d'autres plateformes, hein. Donc typiquement, vous avez un contenu qui vous dérange sur YouTube, et vous le signalez, mais pas une fois, mais 1000 fois, 5000 fois, 10 000 fois, et ça permet de le censurer. Du coup, à l'insu de YouTube, hein, vous pouvez censurer ce qui vous déplaît sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Ça permet d'envoyer en masse des messages directs sur les réseaux sociaux, ou des SMS pour faire différentes opérations. Ça permet d'attaquer par des DOS. Alors, des DOS, c'est une attaque cyber assez primitive, hein, qui grosso modo consiste à paralyser temporairement un site, hein. Mais toujours est-il que si vous l'attaquez par des DOS, vous empêchez sa consultation. Et du coup, vous pouvez, de cette façon-là, censurer des informations sur Internet émanant d'un site qui ne vous plaît pas, en l'attaquant par des DOS. Ça permet également d'intercepter des appels ou des conférences Skype. Alors aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, mais à l'époque, c'était quand même très sophistiqué. Ça permet d'usurper n'importe quelle adresse électronique et d'envoyer des courriels sous cette identité. Très utile, que ce soit pour faire des arnaques ou pour faire des opérations de manipulation. Alors on peut soupçonner les services anglais de ne pas vraiment être portés sur l'arnaque, hein. Ça, c'était utilisé par d'autres personnes que les services anglais. Il est beaucoup plus vraisemblable que les services anglais utilisaient ces technologies pour manipuler les gens. Bref, ça permet de faire une multitude de choses, et là encore, j'insiste, hein, tout ça à 9 ans. Et vous imaginez bien que les services anglais ont fait des légers progrès en 9 ans.
C'est ça que peut faire un service de renseignement euh, occidental, assez familier, hein. Les services anglais, on collabore avec eux depuis une éternité. C'est à 2 heures de Paris, en TGV. Du coup, forcément, on est en droit de se poser la question de, mais en France, ça se passe comment? Eh ben, en France, la première opération d'astroturfing identifiée au sein du personnel politique, c'est Manuel Valls, en mai 2012. Et en mai 2012, Manuel Valls, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, est allé voir Havas pour régler un petit problème qu'il avait, parce qu'il était aussi maire, le cumul des mandats, hein, vous savez ce que c'est. Et donc dans sa bonne ville d'Evry, il aurait bien aimé qu'on construise un gigantesque stade pour accueillir la Coupe du Monde de rugby. Parce qu'il faut bien s'imaginer que construire un stade comme ça, c'est des budgets qui se comptent en milliards, avec des chantiers, du BTP, des enveloppes, tout ça. Donc ça l'arrangeait vraiment qu'on construise ça à Évry, il préférait. Le problème, c'est que le principal critère retenu par la Fédération internationale de rugby pour choisir où construire ce gigantesque stade, c'était l'approbation de la population locale. Ils n'avaient pas trop envie de construire un truc de cette taille et de se retrouver avec une population autour qui protestait parce que, faut se mettre à sa place, vous habitez un petit pavillon tranquille avec un jardin dans la banlieue d'Evry, vous êtes peinard, et puis pendant 4 ans, 5 ans, vous avez un gigantesque chantier pour ensuite vous retrouver avec un stade et tous les samedis soirs, des gens complètement enivrés qui viennent. Non, c'est pas. Donc la population locale n'était pas très très chaude pour un stade, et du coup, Manuel Valls a commandité à Havas le fait de créer un faux enthousiasme de la population locale, de façon très bête, hein. Ils ont créé une page Facebook, et puis ils ont accumulé du like, et donc ils ont acheté du like. Sauf que ça s'est vu, hein, comme vous voyez, les principaux likers émanaient de Dhaka au Bangladesh, et donc vraisemblablement c'était pas des citoyens d'Evry qui étaient enthousiastes à l'idée de voir un beau stade construit. Ça s'est vu comme un nez au milieu de la figure, et ça a été l'occasion d'une grande opération d'humiliation de Manuel Valls, parce que, évidemment, Havas a nié être pour quoi que ce soit là-dedans. Ils ont éliminé à la main tous les faux fans qu'ils avaient eux-mêmes achetés la veille. Et des petits malins ont racheté le lendemain d'autres fans, mais qui, eux, provenaient de Roumanie, parce que, alors vous vous en souvenez pas, vous êtes trop jeune, mais à l'époque, Manuel Valls, sa grande passion, c'était d'évacuer les camps de Rome. Et donc, c'était quand même assez drôle de faire venir des camps de Rome dans son cyber-stade, de façon à rigoler un bon coup, parce que c'était objectivement drôle. Enfin, à l'époque, c'était bon enfant et c'était drôle. Mais ça a été les premiers pas des politiciens français dans l'astroturfing. Ça s'est évidemment pas arrêté là, hein. Manuel Valls, 2 ans plus tard, était Premier ministre. Là, les choses sont devenues plus sérieuses, et c'est là qu'on a commencé à recruter une armée de trolls destinée à combattre les djihadistes, évidemment. C'est toujours plus simple. Et en mai 2015, était révélé par l'AFP que l'État français était en train de recruter ce qu'ils appelaient publiquement des hackers et des community managers, de façon à lutter contre le djihadisme sur Internet. Bon, à l'époque, Daesh recrutait en masse dans les banlieues. Personne ne s'est vraiment posé la moindre question sur ce qui était en train de se passer. Enfin, personne, pas tout le monde, mais quand même. Et c'est passé relativement inaperçu comme information. Ces trolls, on les retrouve 5 ans plus tard, dans ce rapport qui émane d'un laboratoire de Stanford, spécialisé en grande partie dans l'identification et la détection d'opérations d'astroturfing à travers le monde, et qui a issu ce rapport en décembre 2020, qui montre comment les armées de trolls de Poutine, les fameux trolls de Poutine, et les nôtres, les trolls français, se menaient une guerre sans merci un peu partout en Afrique, ce qui a mené à une élimination, une éradication de la part de Facebook de tout ce petit monde, mais vous doutez bien ils ont remis en place leur base juste derrière. Et c'est un travail assez remarquable qui a été fait, et qui nous montre quand même l'étendue du problème. Typiquement, là, vous avez la liste des pays dans lesquels sont implantés les trolls russes ou français. Alors en gras, vous avez les positions qui sont à la fois russes et françaises, et en maigre, vous avez des positions qui ne sont pour l'instant, enfin en 2020, à la date de rédaction de ce rapport, uniquement russes. Et donc très clairement, vous voyez de façon évidente, fin 2020, un large déploiement de l'armée des trolls russes pour aller faire de l'influence et de l'ingérence un peu partout en Afrique, mais pour beaucoup dans d'anciennes colonies françaises.
Et puis vous voyez que les positions françaises ne sont pas négligeables, hein. Les positions françaises étaient déjà identifiées en Algérie, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, en République centrafricaine et au Tchad. Et vous n'êtes pas sans savoir depuis qu'on a eu quelques petits problèmes dans plusieurs de ces pays et qu'on est sur le point de se faire foutre dehors dans la plupart d'entre eux. Ce rapport nous donne aussi une indication très précieuse, hein, c'est la temporalité de ces opérations de, on va dire, d'influence à travers des armées de trolls sur des pays étrangers. On voit très clairement qu'en 2018-2019, les opérations françaises sont massivement présentes et bien plus importantes que les opérations russes. Et puis hop, à partir du premier trimestre 2020, coucou le Covid, on a un déploiement massif des opérations de Prigojine, le fameux patron de l'Internet Research Agency, la fameuse ferme à trolls russe, qui très clairement, à partir de 2020, a mis des moyens considérables sur l'Afrique et a totalement éradiqué la présence française en Afrique et l'a totalement décrédibilisée. Ça continue de plus belle hein, depuis, mais il y a vraiment un tournant avec l'arrivée du Covid, et c'est vraiment le tournant qui a fait qu'on a perdu la main sur l'Afrique, alors qu'auparavant, les trolls français, les opérations d'influence française, de manipulation, d'interférence électorale, étaient totalement dominantes par rapport à celles de leurs comparses russes. Encore un petit saut dans le temps, on est 2 ans plus tard, 2022, et là c'est l'affaire Avisa Partner, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a une multitude de volets. Le volet le plus intéressant dans ce cadre-là, c'est évidemment le volet africain. Avisa était présent dans une multitude de pays et avait pour client une multitude de dictateurs et travaillait évidemment avec les services de renseignement français, la DGSE. À des opérations d'influence diverses et variées, aussi bien de l'influence sur les populations que de l'interférence électorale, que de la diffamation d'opposants politiques, que des affaires beaucoup plus business, qui étaient de préserver les intérêts business des clients d'Avisa en Afrique. Ça a été un moment important dans la prise de conscience du mouvement décolonial, typiquement. Ça a été un mouvement important pour réaliser la réalité de ce qu'est la France-Afrique au XXIe siècle. De ce qu'est la France-Afrique telle qu'on la connaît aujourd'hui avec notre gouvernance française d'aujourd'hui, qui est effectivement beaucoup plus moderne que l'époque Foccart, hein, ça il n'y a pas de doute, ils sont passés au 2.0. Mais malheureusement pour eux, l'investigation les a véritablement mis à nu. Et puis ça ne s'arrêtait pas qu'à l'Afrique, hein. Mediapart ainsi qu'une multitude d'autres journaux, malheureusement pas très visibles du grand public, ont aussi participé à cette vaste investigation qui a mis en lumière aussi bien le rôle de la DGSE, c'est-à-dire les services de renseignement extérieurs, que la DGSI, les services de renseignement intérieurs français, leur participation aux côtés d'Avisa Partner à une multitude d'opérations de ce type-là. Vous avez peut-être entendu parler de cette quantité faramineuse de faux articles publiés par Avisa Partner dans tout un tas de sites de presse qui étaient là pour influencer l'opinion publique. Et effectivement, Avisa Partner a aussi bien pour clients des lobbies que des sociétés du CAC 40, que des dictateurs en Afrique, qui n'en veut. En fait, il suffit de les payer. Ils ne sont pas très regardants. Et ça a donné un scandale qui malheureusement n'a pas trop atteint le grand public et qui est resté cantonné aux lecteurs de Mediapart, à ceux qui s'intéressent à ce type de sujet. Alors, à ce stade, il faut que je vous fasse une confession. Je suis au board d'un journal qui s'appelle Reflet, qui fait partie de ces équipes d'investigation qui travaillent sur Avisa Partner, qui travaillent sur l'astroturfing depuis plus de 10 ans, qui travaillent sur ces investigations cyber qui sont aussi très liées à Avisa Partner depuis plus de 10 ans. Du coup, ça me donne un point de vue assez original sur tout ça. Quand on a découvert la dimension France-Afrique d'Avisa Partner, hein, en même temps que nos camarades de Mediapart, c'est-à-dire en 2022, on n'était pas particulièrement surpris. C'est-à-dire qu'on se doutait qu'il se passait quelque chose. On était même à peu près sûr qu'il se passait quelque chose. Il nous manquait juste des éléments de preuve de façon à publier des articles, mais vraiment tout sauf surpris. Et tout sauf surpris pour une raison très bête. C'est que si on fait un petit peu retour en arrière, il y a 10 ans, Avisa Partner s'appelait Istrat. Ils ont changé de nom parce que le nom a été un peu cramé, vous allez voir pourquoi. Mais il y a 10 ans, Avisa Partner se faisait cramer, très discrètement encore, hein, dans le JDN, dans Challenge et dans Reflet également,
pour avoir publié une quantité faramineuse de faux articles sous de fausses identités, montés de toutes pièces, des fausses identités qui avaient leur profil LinkedIn, leur compte Twitter, hein, c'était bien foutu. Mais ils avaient publié des centaines et des centaines d'articles dans tous ces jolis médias pour venir à l'aide de la réputation de pas mal de gros clients qui ont été identifiés à l'époque, comme par exemple l'ALEM. L'ALEM, c'est Big Pharma, hein. C'est le lobby des entreprises de médicaments, ou la BPI, c'est la banque de l'État français, des grands groupes, des cabinets de consulting, d'autres lobbies, le lobby des industries alimentaires, ainsi qu'une multitude d'autres. Et on s'est comme ça aperçu, il y a 10 ans, qu'entre les années 2013, 2014, 2015, on avait eu le déploiement d'une gigantesque opération qui consistait à disséminer des fake news pour favoriser une multitude de choses, essentiellement du business, mais pas que. Et ça s'est terminé en apothéose à la fin de l'année 2014 par le rachat du Club Med par les Chinois. Alors, il faut savoir qu'Istrat était du côté des Chinois, que le fondateur de Club Med était du côté des Italiens qui voulaient aussi racheter Club Med, et que très concrètement, la balance a penché en faveur des Chinois parce qu'il y avait un tel déferlement d'analyses, de diagnostics, de prévisions qui étaient catastrophiques dans l'hypothèse où les Italiens en viendraient à récupérer Club Med, que les financiers et les actionnaires surtout ont décidé que c'était plus raisonnable de confier ça aux Chinois. Et derrière tout ça, c'était une opération de manipulation, alors de l'opinion publique non, hein, de l'opinion publique du monde de la finance, par Istrat, et à travers des faux profils, des faux articles publiés un peu partout dans la presse. À l'époque, l'un des principaux dirigeants de Istrat, devenu Avisa Partner, c'était Olivia Grégoire, qui est aujourd'hui, alors non plus porte-parole du gouvernement, aujourd'hui elle est ministre des PME, mais elle a été porte-parole du gouvernement au début du second quinquennat de Macron. À l'époque, c'était l'une des 4 dirigeantes d'Istrat, et à l'époque, celui qui est aujourd'hui notre bon président était ministre de l'économie. Toujours est-il que ce qu'on a servi au grand public aujourd'hui, c'est Rachid Embarki, qui lui aussi, alors, ne travaillait pas pour Avisa Partner, hein, c'était vraiment du petit niveau dans le genre des informations, mais c'est lui qui s'est fait griller, c'est lui qu'on a brûlé en place publique, de façon à éviter qu'on s'intéresse à plus que Rachid Embarki. C'est ce qu'on appelle un fusible en matière de communication politique, et c'est Rachid Embarki qui a servi de fusible. Voilà pour la situation en France. Je vais à présent vous raconter une autre histoire qui est celle de Cambridge Analytica. Donc, vous avez forcément entendu parler de Cambridge Analytica. C'est la technologie qui aurait permis, je vais mettre un conditionnel, c'est plus prudent, de faire élire Donald Trump grâce à Facebook. Et en fait, l'intéressant, c'est pas tant la technologie qui est sympathique, mais très survendue. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la façon dont la technologie est arrivée à Donald Trump. Et il faut remonter au début. Le début, c'est Donald Trump qui bat dans la campagne des primaires qui l'aura amené à la présidence de la République des États-Unis. Durant ces primaires, il a battu Ted Cruz, ce qui a surpris tout le monde. Personne, à commencer par lui, ne s'attendait à gagner cette élection présidentielle, et personne, à commencer par lui, ne s'attendait à ce qu'il performe à ce point durant les primaires. Mais bon, il était là au bon moment, au bon endroit, il avait le bon discours, et Ted Cruz, qui était vraiment le favori de l'establishment républicain de l'époque, s'est fait battre de façon lamentable durant ses primaires. Et du coup, Ted Cruz, il avait tout un appareil derrière lui qui était censé gagner. Il avait notamment cet homme, Robert Mercer. Robert Mercer, c'est un personnage absolument fascinant. C'est quelqu'un qui a été l'un des pères de l'intelligence artificielle dans les années 70, quand il était chercheur chez IBM. Il comprend plus que très finement ces sujets. Et puis, arrivé à la trentaine, il a décidé qu'il était temps de faire un peu d'argent. Et il a démissionné d'IBM pour rejoindre un fonds d'investissement. Et il est à l'origine de ce qu'on appelle le trading algorithmique, c'est-à-dire le trading automatisé fait par des ordinateurs. Ça a fait de lui quelqu'un d'immensément riche, et quelqu'un qui, malgré tout, avait des idées politiques extrêmement radicales. Je vous en citer 2, hein, ça va vous permettre de cerner le personnage. C'est un white suprémaciste assumé, et c'est un fanatique des armes. Il est totalement pro-gun, ce qui vous donne une idée du type de politique qu'il est en mesure de financer. Et il avait financé Ted Cruz, et était vraiment persuadé que Ted Cruz allait gagner.
Et du coup, il est allé voir Donald Trump et il lui a fait un deal. Et le deal, c'était le suivant. Je paye toute ta campagne. Tous les frais sont pour moi. Tu n'auras pas un dollar à sortir. Dans le pire des cas, tu ne perdras pas un centime. Mais je t'impose mon équipe de campagne et mon directeur de campagne. Et en particulier mon directeur de campagne, auquel je crois beaucoup, ce garçon nommé Steve Bannon, qui était à l'époque non seulement le directeur de campagne de Ted Cruz, mais également le directeur général de Cambridge Analytica, cette fameuse société technologique d'influence électorale, mais aussi le fondateur d'un groupe de presse qui s'appelle Breitbart News, qui est, on ne va pas se cacher, une véritable usine à fake news. Mais alors, grosse usine à fake news. Et qui est également, lui aussi, white suprémaciste, pro-gun, comme le reste de son entourage, et qui s'est retrouvé directeur de campagne de Donald Trump. Et il était voir Donald Trump et il lui a dit, moi j'ai une technologie extraordinaire qui permet de comprendre la psychologie de chaque individu sur Facebook et ensuite de créer un message qui lui soit adressé à lui et à lui seul et à sa psychologie de façon à l'influencer. Et avec cette technologie, on va pouvoir prendre par exemple les électeurs de Clinton et les pousser vers l'abstention. Et puis on va prendre les électeurs de Ted Cruz qui vous aiment pas trop parce que vous n'êtes pas vraiment un conservateur américain traditionnel, hein, et on va quand même arriver à les convaincre de voter pour vous. Et puis entre ceux qu'on poussera vers l'abstention dans le camp démocrate et ceux qu'on ralliera au vote Trump dans le camp républicain, et ben on peut gagner. C'est un processus complexe et très technologique, mais on peut gagner. Et là, Trump n'y croit pas un instant, et il lui dit, ouais, non, ça va pas le faire, désolé. Et Steve Bannon revient vers lui et lui dit, mais on va faire un deal, on va faire une démo. Et si on arrive à te montrer que ça marche, parce qu'on a déjà fait ça à multiples élections, un peu partout en Afrique, tout ça, mais on va faire une vraie démo dans un vrai pays, pas un shithole country, l'Angleterre. Et la démo, ça a été le Brexit. Cambridge Analytica a été utilisé de façon intensive durant le Brexit. Et ça a marché. Et ça a défié tous les pronostics. Tous les pronostics, la plupart des sondages indiquaient que le Brexit allait perdre le vote, et le Brexit a gagné le vote. Du coup, Trump était absolument convaincu par cette technologie, il a signé le deal, elle a été utilisée, il a été élu, tout le monde est content, enfin tout le monde est content, dans son camp. Facebook a enchaîné avec la 362e excuse, je ne les ai pas réellement comptées, hein, c'est une approximation, mais je ne dois pas être très loin. Facebook est habitué des excuses devant les parlementaires américains, qui sont habitués à recevoir ces excuses sans trop se poser de questions, et qui évidemment n'ont pas trop posé de questions sur, par exemple, la maison mère de Cambridge Analytica, qui s'appelle SCL, qui a interagi dans une bonne cinquantaine de pays, une bonne centaine d'élections, qui est toujours en place. Et puis surtout le fait que SCL, c'est bien gentil, mais il y en a tout un tas d'autres de sociétés comme SCL. L'investigation de Forbidden Story sur Story Killer mettait en lumière une société de ce type-là en Israël. Avisa, c'est français. Et des sociétés comme ça, vous en avez partout sur la planète, au service d'une multitude d'États, d'une multitude de lobbies, d'une multitude d'entreprises, de tout un tas de choses qui sont aujourd'hui monnaie courante. Conclusion de cette petite partie, ça fait plus de 12 ans que ce type d'astroturfing et les algorithmes qui vont avec nous influencent et forment la société et l'opinion publique qu'on connaît aujourd'hui. Et ça ne vous aura pas échappé qu'elle est un peu tendue. Ça fait 12 ans qu'on a les preuves que tout ça existe. Ça fait 12 ans qu'on a les preuves que aussi bien des méchants Chinois que des gentils Américains utilisent de façon intensive cette technologie. Et on commence à peine à se réveiller. Et il y a une vraie question à se poser sur pourquoi ça a pris autant de temps et qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens se soient fait endormir à ce point durant 12 années. Ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Et à partir de là, je vais prendre vos questions et puis ensuite je vais vous parler de ce qu'on va faire, la semaine prochaine. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros. Donc, la semaine prochaine, et on va passer le temps qui nous reste, c'est-à-dire grosso modo une petite heure, à parler de ça. On va aborder un autre épisode extrêmement célèbre d'astroturfing, beaucoup moins connu parce que pas du tout couvert par la presse occidentale, enfin pas du tout couvert par la presse française. On va parler des Twitter Files. Qui parmi vous a entendu parler des Twitter Files?
Donc sur 18, vous êtes 3 à avoir entendu parler des Twitter Files. Bon, pour les autres, il y a une série d'avertissements que je me dois de vous faire. Le premier, c'est que c'est très dérangeant. Extrêmement dérangeant. Et très objectivement, si vous êtes très accroché à une idée, une vision du monde dans laquelle les progressistes sont des gentils, les conservateurs sont des méchants, il n'est pas indispensable que vous participiez au prochain cours, parce que ça risque d'être vraiment, vraiment, vraiment dérangeant. Et j'insiste vraiment là-dessus, hein. Vous allez trouver dans les Twitter Files des trucs qui vont fondamentalement, passez-moi l'expression et la vulgarité, vous faire très mal au cul si vous êtes progressiste. Et j'imagine qu'une large partie d'entre vous s'assimile au camp progressiste. Moi-même, hein. C'est de l'ordre du traumatisant. Je vous ai décrit dans ce premier cours des choses très dark. Alors les Chinois, on s'en fout, ils sont méchants, c'est pas une démocratie, tout ça, c'est pas grave. Mais les Coréens, ça reste une démocratie. Certes, c'est le bout de la planète, mais ça reste une démocratie. Et vous voyez que déjà, c'est bien dark ce qui s'est passé en Corée. Ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump et Cambridge Analytica est vraiment, vraiment dark. Et puis ce qui s'est passé en France avec des gens qui quand même se revendiquent du camp progressiste, vous voyez que c'est pas propre, hein. C'est même bien dark aussi, hein. Mais là, les Twitter Files, c'est le cran dessus. Vraiment, vraiment dessus. Et donc, j'insiste, si vous pensez que vous pouvez être traumatisé et en arriver à faire un AVC parce que je vais bousculer vos opinions politiques progressistes, hein, qui sont par ailleurs tout à fait respectables, il est préférable franchement de s'abstenir de venir au cours qui vient. De toute façon, il n'y a pas d'appel, vous en foutez, tout ça c'est en remote, ça passera totalement inaperçu.